Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et vous êtes dans le Tech Show. Merci à tous d'être avec nous de nouveau pour ce Tech Show. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité inspirante du monde du digital, que ce soit un dirigeant d'un grand groupe, d'une licorne ou un entrepreneur à succès. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera avec nous en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, notre invité exceptionnel répondra aux questions de Vincent et se prêtera à un défi inédit. Stéphane Dahan ira à la rencontre du groupe Dacobello dans la saga des entrepreneurs. Maud nous présentera son nouveau livre Bien débuter avec Google Ads et nous recevrons en plateau le fondateur de Kikar.co, Nathanaël Rouas. Mais aussi l'interview 2 minutes, Edwina, Olivier et Hervé, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un serial entrepreneur. C'est dans l'art et la culture qu'il a commencé en fondant le site internet monsieurcinéma.com. Il enchaîne ensuite les succès en créant et revendant plusieurs entreprises. Et c'est en 2012 qu'il fait sa crise de la quarantaine entrepreneuriale et quitte tout pour s'impliquer dans la fondation du chef anglais Jamie Oliver. C'est donc tout naturellement que cet engagement pour la slow food l'emmène en 2016 dans une nouvelle aventure digitale, Épicerie. Aujourd'hui, la marque est un énorme succès commercial. Son fondateur nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Édouard Morange est notre invité. Salut Édouard. Salut Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Édouard, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le Tech Show. D'une part, parce que tu es un entrepreneur que j'admire, mais aussi parce qu'avec ma femme, nous sommes des grands clients d'épicerie. On est fans du concept dont tu vas nous parler aujourd'hui. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous parler d'épicerie ? Merci Vincent. Épicerie, c'est une place de marché digitale qui permet de commander et de se faire livrer les produits des commerçants indépendants de son quartier ou de sa ville. Donc on est sur Internet, en application, en site mobile, on rentre son adresse et on voit immédiatement les bouchers, les poissonniers, les primeurs, les fromagers ou les pâtissiers de son quartier. On va choisir celui chez qui on aime aller ou en découvrir des nouveaux, choisir les produits qu'on souhaite mettre dans son panier, choisir l'heure à laquelle on souhaite se faire livrer, et une fois qu'on a payé, on n'a plus qu'à attendre le livreur sur le pas de sa porte. Et alors tu disais de son quartier, mais ça peut être aussi d'autres quartiers. C'est ça, on est effectivement sur une zone qu'on appelle le dernier kilomètre, mais qui en réalité va plutôt jusqu'à 5 km. Et la distance moyenne parcourue par nos livreurs, elle est de l'ordre de 2,5 km à 3 km. Donc ça veut dire que ça te permet d'aller chercher des commerçants qui ne sont pas directement en bas de chez toi. Et alors d'où est venue cette idée ? En fait, on a commencé en 2016 avec mes associés Marc Ménazé, Elsa Hermann. On a reçu ici. Vous avez reçu absolument il y a quelques mois. Et à l'époque, c'était le tout début des plateformes de livraison de restaurants, Deliveroo, Foodora. Et Marc, Elsa et moi, on est très attachés à la qualité de l'alimentation. On milite depuis des années pour une alimentation à base de produits frais, sains. C'est ce qu'on appelle la slow food, c'est ça ? Alors effectivement, ça a été un mouvement italien qui s'est appelé la slow food. Moi, j'ai milité aussi avec la fondation anglaise de Jamie Oliver pour ce grand combat pour une alimentation de qualité qui, effectivement, est disponible autour de chez soi, chez les commerçants et les artisans. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée d'épicerie, avec cette idée folle d'accompagner des commerçants qui sont exceptionnels dans le choix des produits, des fournisseurs, etc., dans la qualité de la transformation du produit, parce que ce sont des artisans qui transforment le produit, mais qui par contre sont très, très éloignés du digital. Et donc on les accompagne depuis 6 ans sur ce développement dans le digital en leur offrant une solution clé en main qui leur permet à la fois de se digitaliser, d'être visible sur les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, et puis on leur apporte ce service de livrer à domicile, ce qui est une attente très forte aujourd'hui des citadins qui sont de plus en plus nombreux à commander sur leur mobile ou sur leur ordinateur. Alors, Édouard, au Tech Show, on a reçu pas mal d'acteurs de la food tech. On a reçu notamment Anthony Bourbon de Feed, mais aussi Uber. Donc, en fait, ce qui distingue de ces acteurs, c'est que Uber, Eat, Deliveroo, eux, c'est pour accéder à des restaurants, alors que vous assurez la promotion des commerçants indépendants. Donc, si je veux un McDo, je vais sur ces plateformes-là. Et si je veux commander chez mon poissonnier, chez un pâtissier, je vais sur Épicerie.
Alors, ouais, c'est en grande partie ça. Après, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, Épicerie accueille aussi des restaurants. D'accord. On a des restaurateurs, mais qui sont des restaurateurs traditionnels, qui sont présents dans la rue. On n'a pas de dark kitchen, ni de dark store. Vous dites que vous êtes l'antithèse de la dark kitchen, je crois. Ouais, on est un peu l'antithèse, effectivement, de la dark kitchen, puisque la mission d'épicerie, au-delà de fournir des produits de qualité, c'est aussi de défendre un modèle de ville au cœur desquels il y a des commerçants singuliers. Nous, on appelle ça le commerce vivant, parce que voilà, ton boucher, c'est ton boucher. Et c'est pas le même que 2 rues plus loin. Et donc, nous, on a cette volonté, effectivement, de défendre une économie locale, une vie en collectivité, dans une période qui a été compliquée ces dernières années et où le centre-ville a tendance à se dissoudre un peu et à se paupériser. Donc, on a cette responsabilité-là. Et quel est le business model? Vous prenez un pourcentage sur les ventes et le client final, lui, paye le même prix que s'il allait voir son commerçant ou il paye plus cher? Alors, il paye le prix fixé par le commerçant. D'accord. Nous, on ajoute des frais de livraison qui sont proportionnels à la distance à parcourir. D'accord. Donc, vraiment, dans ton quartier, tu vas payer 2,90 € la livraison. D'accord. Si tu veux te faire livrer les produits d'un commerçant exceptionnel de l'autre côté de la ville, ça peut monter jusqu'à 4,90 €. D'accord. Et effectivement, on prend une commission sur le montant des ventes réalisées par le commerçant à travers la plateforme, qui nous sert non seulement à développer les nouvelles fonctionnalités pour permettre de faire croître le business, mais aussi de donner cette visibilité et de payer le livreur un prix juste pour sa course, parce que le client particulier, lui, ne va pas payer l'intégralité du coût de la livraison. Donc, c'est effectivement une commission qui finance tout ça. Et donc, justement, les livreurs, vous les payez le même prix que les autres plateformes ou ils sont mieux payés sur Épicerie? Alors, on n'a pas de livreur en propre. On travaille avec des prestataires de livraison qui sont des professionnels. On travaille avec que des flottes de livreurs qui sont responsables et qui ont des engagements forts. Ça peut être des flottes d'auto-entrepreneurs comme Stuart, mais qui se sont engagés à fournir une couverture maladie, une couverture accident aux livreurs. Et on travaille avec des acteurs qui sont aussi bien des acteurs nationaux que des acteurs locaux. Typiquement à Bordeaux, par exemple, on travaille avec une coopérative, les coursiers bordelais, qui sont uniquement présents à Bordeaux. Et donc, est-ce que tu as une idée du pourcentage de business que tu peux représenter chez un commerçant? Alors, nous, aujourd'hui, on estime qu'au bout de 3 ans, on est capable d'apporter 20% de business en plus à un commerçant. C'est énorme. C'est un commerçant qui s'inscrit sur Épicerie, il peut augmenter son chiffre d'affaires de 20%. De 20% sur 3 ans, c'est l'objectif. En lui apportant de nouveaux clients, des clients souvent plus jeunes, qui sont effectivement des adeptes du digital, mais qui sont aussi à la recherche de bons produits. C'est vraiment du figital, au sens où l'objectif, c'est que le même client alterne entre ses commandes en ligne et ses commandes en magasin. Alors, en 2020, on a connu le Covid, donc une catastrophe humaine pour tout le monde. Néanmoins, vous avez eu un rôle pendant cette période, je pense, accélérateur pour votre business. Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Ouais, ça a été une période assez bizarre pour nous. Après, professionnellement, c'est vrai que ça nous a beaucoup mobilisés. On s'est engagé très vite. Je me souviens, 2 jours avant le confinement, un directeur de cabinet du ministère de l'économie nous a passé un coup de fil pour nous dire il va se passer quelque chose. Tout repose sur vous maintenant. Voilà, c'est un peu, si tu veux, comme vous allez devoir sauver la France. Qu'on envoie dans les. C'est ça, parce que en fait, si on n'avait plus accès à tous les commerces de proximité, la façon d'avoir du poisson, en fait, c'était de passer par Épicerie. Ouais, c'est ça. C'était assez incroyable et franchement, l'équipe a été exceptionnelle parce qu'on est tous partis se confiner, soit chez nous, soit dans une maison de campagne, etc. Et on a travaillé vraiment d'arrache-pied pour assurer pendant cette période un service continu d'approvisionnement. Donc on s'est rapproché de Rungis, qui est la source d'approvisionnement de nos commerçants, pour s'assurer qu'il y avait bien les produits. Les produits arrivaient en boutique, et de là, nous, nos commerçants, je dirais, qui étaient des commerçants tous essentiels, assurer la préparation de commandes. Il ne faisait plus que ça. Il n'y avait plus personne qui osait sortir, acheter un steak. Vous étiez dédié. En fait, Épicerie, à ce moment-là, représentait 100% de leur chiffre d'affaires. Ça représentait absolument 100% de leur chiffre d'affaires. Et on avait des livreurs
de nos flottes partenaires qui étaient prêts à prendre leur vélo. Il n'y avait pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Il y a eu énormément de solidarité à ce moment-là pour aller livrer des familles qui effectivement étaient confinées et dont Épicerie était la seule source d'approvisionnement parce que à côté de ça, les grandes plateformes, que ce soit les plateformes purement c'était que de la restauration, c'était que des restaurants. Si on voulait du pain, en fait, c'était... Les restaurants étaient tous fermés et même les chaînes de supermarchés ne pouvaient pas livrer parce que les préparations en entrepôt n'étaient pas possibles dans les conditions classiques. Il n'y avait pas de protocole pour les livreurs. Donc pendant effectivement les 2 mois de mars à mai 2020, on s'est trouvé parmi les seules plateformes à pouvoir te livrer dans les 2 heures des produits frais, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Et ça a été effectivement un accélérateur pour nous et globalement aussi pour tout l'e-commerce qui ne s'est pas démenti après. Et donc, l'année dernière, je crois que tu t'es rapproché d'un grand groupe, tu t'es rapproché du groupe La Poste. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapprochement ? Alors effectivement, l'année dernière, on a voulu capitaliser sur cette accélération intervenue en 2020. La rencontre avec La Poste, ça a été un peu une révélation parce que c'est vrai que La Poste, on ne pense pas à ce groupe-là pour parler de vente en ligne de produits alimentaires, mais en fait, c'est vraiment une stratégie de La Poste d'aller vers la livraison du dernier kilomètre. La livraison du dernier kilomètre, la livraison décarbonée, toute la logistique de la ville de demain. Et puis surtout, c'est le moyen pour nous de nous développer au niveau national, donc d'ouvrir de nouvelles villes, d'avoir une véritable expansion, d'abord nationale et peut-être demain internationale. Justement, quels sont les prochains défis auxquels va être confrontée Épicerie ? Alors les prochains défis, je dirais que par nature, on a du mal à les anticiper puisque depuis 2016, on a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la crise du Covid. Donc qu'est-ce qui nous attend demain ? Je dirais qu'il y a un sujet qui préoccupe l'ensemble des Français et qui donc nous préoccupe, c'est celui du pouvoir d'achat, de l'inflation. Alors, Édouard, on en sait un peu plus sur Épicerie, mais tu sais, nous, au Tech Show, ce qui nous intéresse, ce sont les entrepreneurs, les parcours d'entrepreneurs. C'est pourquoi on va maintenant s'intéresser à toi, à ta vie, à ton parcours entrepreneurial. C'est l'interview Vrai-Faux, Backstory. Édouard, dans cette interview, il y a des vérités, mais il y a aussi des éléments qui sont faux. Donc, ça va être sur ton parcours. Et à toi de nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu es prêt pour jouer avec nous à l'interview Backstory ? Je suis prêt. Alors, tu es né à Boulogne-Billancourt en 1972. Jusque-là, est-ce que c'est bon ? Jusque-là, c'est bon. Tes parents sont aussi des entrepreneurs à succès puisqu'ils ont fondé la chaîne de restauration Flunch. Est-ce que c'est vrai ? J'aurais aimé, mais non, malheureusement, ça, c'est totalement faux. Donc, tu vis en banlieue parisienne, tu pratiques un peu tous les sports et c'est ton grand-père qui t'a donné la passion de la randonnée, des grands espaces. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père chasseur alpin qui m'a beaucoup emmené en rando. Adolescent, tu es plutôt un bon élève. Tu fais ton premier petit boulot et ce premier petit boulot, tu as travaillé au McDonald's. Est-ce que c'est vrai ? Ça, non, là, vraiment, travailler au McDonald's, c'était pas ma culture. Pour toi, c'est contre tes valeurs. Ouais, c'était pas ma story. Puis, il faut pas oublier que à mon époque, il n'y avait pas tant de McDonald's que ça. Je veux pas faire vieux con. Alors, quels étaient tes petits jobs ? Écoute, j'ai fait des petits jobs plutôt de stagiaire. J'ai fait de la vente de matériel informatique. J'ai été manutentionnaire sur des entrepôts, des trucs vraiment très ouvriers. Mes premiers jobs, c'était ça. Et donc, c'est en 92 que tu découvres Internet suite à un article d'Ariel Weisman. Et tu es directement fasciné par ce nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je me souviens très bien. C'était les vacances de février. Je pars chez ma grand-mère, j'achète Actuel et je lis un article effectivement d'Ariel Wiesman qui était déjà sur Canal+, et qui parle de ce réseau des réseaux. Et ça a été un flash pour moi. Et je suis arrivé chez ma grand-mère
j'ai voulu acheter mon premier modem et je me suis connecté. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de web. Hein. C'était avant la naissance du web. Mais j'ai découvert l'email, j'ai découvert les newsgroups, j'ai découvert l'IRC et tout. Et tu aurais pu imaginer que tu allais devenir une star du digital plus tard? Écoute, non, c'était pas évident. Moi, j'étais plutôt parti sur des études dans le théâtre et la culture. Mais en fait, c'est devenu une évidence que ce nouveau média, ce nouvel outil allait changer ma vie. Et donc, en 98, tu rencontres Pierre Tchernia et tu décides de fonder une entreprise avec Jérôme Chasquez. Et là, tu nous dis si c'est vrai, et vous créez monsieurcinéma.com dans la maison de retraite de la mère de Jérôme Chasquez. Est-ce que c'est vrai? Écoute, c'est vrai. J'ai effectivement rencontré Pierre Tchernia et je me suis effectivement associé avec Jérôme Chasquez. Et à l'époque, on a créé notre première boîte ensemble. Avec 10 000 francs de l'époque. Et comme on n'était pas très riche, effectivement, et qu'on était très raisonnable sur la gestion de notre capital, on s'est effectivement installé dans la maison de retraite propriété de la mère de Jérôme, qui était médecin et qui avait cette maison de retraite à Gennevilliers, où on a passé presque 3 ans. Et je crois que tu as revendu ta première boîte à Liberty Surf, donc c'est extraordinaire. Et ça seulement 3 ans avant l'explosion de la première bulle Internet. Alors, on a revendu effectivement à Liberty Surf, mais 3 semaines, c'est 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 semaines avant l'explosion de la bulle Internet et la baisse de la bourse qui est intervenue en l'été 2000. Donc, effectivement, ça a été une très belle rencontre avec Liberty Surf, mais qui, du fait de cette première crise de l'Internet, n'a pas duré aussi longtemps qu'on le souhaitait. Alors, toi qui as vécu cette première crise des années 2000, est-ce que tu as l'impression qu'on revit la même chose aujourd'hui ou que ça va arriver? Alors, je pense que ce n'est pas la même crise, mais c'est une crise, clairement. Je pense que les acteurs ont tous quand même globalement appris de la crise de 2000, de la crise de 2008, et donc on a de meilleurs réflexes. Honnêtement, la qualité aussi des sociétés n'est pas tout à fait la même. Après, clairement, il y a des excès qui vont être corrigés, et ça, c'est comme en 2000. Et donc, ensuite, après cette expérience, tu en as marre, donc tu pars à New York avec Romain Achard pour devenir comédien de stand-up. Et là, c'est un échec. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est sûr que si j'avais essayé, ça aurait été un échec. Mais j'ai pas été comédien de stand-up. Et donc, après cette aventure, tu lances 7minutes.com. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est vrai. C'est le premier site de speed dating en Europe. D'accord, donc tu avais monté Mythique avant l'heure. En fait, tu as monté Monsieur Cinéma avant Allociné et ensuite 7minutes.com avant Mythique. Alors, non, rendons à Jean-David Blanc, ce qui appartient à Jean-David Blanc. Allociné existait bien avant Monsieur Cinéma. D'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est revendu à des groupes industriels à peu près au même moment. Mythique s'est lancé le même mois que 7 minutes. On avait d'ailleurs à New York vu les deux modèles, Match.com, speeddating.com. Et on a fait, Marc Simoncini et moi, des choix relativement différents. Et c'est la voie de Marc qui a vraiment fonctionné. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours entrepreneurial, c'est qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont eu plusieurs success stories, même si ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas parce qu'on réussit une fois que ça marche à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que souvent tu sors de ta zone de confort pour aller dans des business dans lesquels tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc quand tu as revendu donc, cette société dans le dating, ensuite tu as monté une agence qui s'appelle Nouveau Jour, donc, qui n'avait rien à voir avec le business précédent. Alors, en fait, il y avait quand même un petit peu à voir parce que Nouveau Jour a capitalisé sur le succès d'estime de 7 minutes. D'accord. C'est une sorte de pivot, en fait? Ouais, c'est une sorte de pivot. En fait, 7 minutes n'a pas été un succès financier phénoménal. Par contre, ça a été une couverture média incroyable. D'accord. Ça a fait un buzz sur Internet, mais également dans la presse. Et c'est grâce à ça qu'on a été mis en contact avec Yahoo à l'époque, qui lançait son site de rencontre, qui nous a demandé de faire une première opération, puis on a enchaîné les opérations avec Yahoo, on a signé d'autres clients, dont Foot Locker, Nike, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé cette agence Digital et Below the Line, qui a connu un certain succès dans les années... Et tu as ensuite revendu à Coblic.
et que j'ai revendu à un fonds d'investissement anglais en 2007 et que j'ai continué d'ailleurs à gérer pendant plusieurs années. Et donc, ensuite, ta dernière aventure, et donc là, tu rencontres Marc Ménazet, et vous décidez de monter une marketplace alimentaire. Est-ce que tu peux parler de la genèse de l'idée de cette rencontre avec Marc ? Alors Marc, effectivement, on s'était rencontrés plusieurs années auparavant. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'entrepreneur. On s'est rencontrés sur un Startup Weekend Food. Et c'est autour de ce Startup Weekend qu'on a commencé à évoquer cette idée. Et Marc a servi un peu de pivot, parce que Marc n'était pas opérationnel au moment du lancement, mais il a servi de pivot, il m'a permis de rencontrer Elsa, et Elsa et moi, on s'est lancés fin 2015 dans cette aventure qui dure depuis 6 ans et demi maintenant, et qui a vraiment du sens pour nous trois, quoi. Merci beaucoup, Édouard. Donc, on en sait un peu plus sur toi et sur Épicerie. Alors, je suis ravi parce qu'on va recevoir maintenant un invité que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est Laurent Cayat de la société Medsys et il va nous parler aujourd'hui de la cyberassurance. C'est parti pour la chronique Cybersécu. Merci Vincent pour ton invitation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet important, très important pour les entreprises, la cyberassurance. La cyberassurance est une police d'assurance qui vise à protéger les entreprises contre les retombées des cyberattaques. La souscription d'une cyberassurance peut contribuer à minimiser les interruptions d'activité pendant et après un incident, tout en couvrant potentiellement le coût financier de l'attaque et de la récupération des données. Mais qui a besoin d'une cyberassurance? C'est simple. Toutes les entreprises ayant une activité en ligne ou qui envoient, stockent des données ou encore une organisation qui s'appuie sur des technos pour mener leurs activités. C'est clairement le cas de presque toutes les entreprises. Les données personnelles telles que les coordonnées des clients ou même des collaborateurs, la propriété intellectuelle ou même les données financières de l'entreprise sont potentiellement intéressantes pour les cybercriminels. Les pirates peuvent également paralyser une entreprise avec un rançon logiciel et une cyberassurance couvrant ce type d'attaque pourrait aider les victimes de l'attaque à se sortir de cette situation. Mais combien coûte une cyberassurance? Le coût d'une cyberassurance dépend de différents facteurs. La taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son activité, le type de données traitées, ainsi que bien entendu la cybersécurité déjà mise en place sur son réseau. Une organisation jugée peu sécurisée ou ayant déjà été victime d'un piratage aura naturellement une police d'assurance sans doute facturée plus cher. En fin de compte, c'est exactement comme à la maison avec vos voitures. Vous faites des accidents, vous payez plus cher. Mais de quoi a-t-on besoin pour demander une cyberassurance? La cyberassurance n'est pas une solution miracle pour résoudre vos problèmes, et loin de là. En fait, pour obtenir une bonne couverture, votre entreprise devra prouver qu'elle a opté pour une approche responsable en matière de cybersécurité. Les assureurs voudront connaître les mesures mises en place en amont et naturellement, une organisation ne peut pas décider d'arrêter ses investissements du jour au lendemain parce qu'elle a assuré son entreprise en termes de cybersécurité. Mais c'est quoi en gros l'avenir de ces assurances? Nous savons que la fréquence des attaques ne fait qu'augmenter et que les criminels se professionnalisent. Il est donc fort probable que les fournisseurs d'assurance imposent tous les ans de nouvelles règles avec des prérequis de sécurité obligatoires pour la contractualisation. La meilleure solution, c'est de vous rapprocher d'un expert qui mettra en place chez vous les bonnes applications et mettra en place également les bonnes pratiques de sécurité. Soyez proactifs, ne perdez pas de temps, contactez Medsys. Un grand merci à toi Vincent et bon tech show à tous. Merci beaucoup Laurent, merci. Alors justement Édouard, qu'est-ce que tu as pensé de cette chronique et est-ce que tu as une cyberassurance? Alors, j'ai pas encore de cyberassurance, mais je vais m'enseigner. Après, c'est vrai que l'entrée dans un groupe comme La Poste nous a permis de passer un certain nombre d'étapes sur tous les sujets de cybersécurité. Comme le disait l'expert, ça devient de plus en plus fréquent. Et donc, c'est à la fois la sécurisation, nous, de nos serveurs, de nos plateformes, etc. Et beaucoup la formation de nos salariés sur les attaques au phishing et autres sujets de ce type. Alors, Édouard, on a appris à se connaître, mais on a envie de encore mieux te connaître. Donc, je vais te proposer l'interview 2 minutes. Mais avant cela, on t'a demandé de nous apporter un objet fétiche. Donc, tu nous as apporté cet objet fétiche que je vais présenter. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton objet fétiche?
Alors, tu as là les premières chaussures de running que j'ai portées sur mon premier marathon des Brooks 7. D'accord. Pas mal usées, sur 42 km. Donc tu es un marathonien. Tu as fait combien de marathons? J'en ai fait 2. D'accord. Et un certain nombre de semi-marathons. Est-ce que tu peux nous communiquer le temps? Écoute, le temps sur le marathon de Paris, je l'ai fait en 3h45. Pas mal. Ce qui, vu mon niveau de sport général, est assez satisfaisant. Pas mal. Et donc elles sont collector, c'est vraiment tes baskets fétiches. C'est mon premier marathon et en fait, le sujet est assez lié à l'entrepreneuriat parce que je me souviens de Carol Zibi qui me parlait un jour des critères d'investissement des fonds d'investissement américains. Et il y en avait 3. Le premier, c'était avoir déjà connu un échec. Je ne me souviens plus du deuxième. Le troisième, c'était être marathonien. D'accord. Tu as une forme d'endurance au marathon que tu retrouves dans la création d'entreprise, en fait. D'accord. Et donc, pour toute commande au-dessus de 200 € sur épicerie, vous gagnez les baskets d'Edouard. Je plaisante, c'est ton objet fétiche. On te laisse. Et donc, c'est parti pour l'interview. 2 minutes. Alors, l'interview 2 minutes, c'est simple. Donc, je te pose une série de questions et tu réponds au tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Est-ce que tu as des enfants? J'ai 4 enfants. Tu te dis quoi le matin quand tu vas au travail? Chic. Je vais retrouver mes collègues. Est-ce que tu penses que dans les affaires, il faut être patient? Je pense que la patience, c'est une grande qualité. Le mot que tu dis le plus? C'est pas un mot que je répète à la télé. Et le gros mot que tu dis le plus? C'est justement merde. La crypto, tu y crois encore? Je pense que la crypto, on l'a pris par le mauvais bout. C'était quoi pour toi ton plus grand défi personnel? Mon plus grand défi personnel, c'est de conjuguer une vie professionnelle aventureuse avec une vie de famille de qualité. Est-ce que tu penses qu'un jour, on sera tous dépassés par la technologie? Je pense qu'à un moment, on est tous dépassés par la technologie. À un moment, c'était mon père qui n'avait pas programmé le magnétoscope. Là, c'est moi qui, parfois, ai quelques problèmes sur certains réseaux sociaux de mes enfants. Est-ce que tu as déjà baissé les bras? Ouais, mais je les ai toujours remontés après. Est-ce que tu fais confiance aux gens facilement? Non, pas trop. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est ce moment de plénitude où tu oublies tout le reste. Est-ce que tu doutes parfois? Tout le temps. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as levé de l'argent sur épicerie? Je me suis dit, c'est super d'avoir des gens qui vous font confiance. Alors, une boîte dans laquelle tu aurais aimé investir, mais dans laquelle tu n'as pas eu l'occasion? Je pense que Yuka, ça m'aurait fait plaisir. Si on te fait une belle proposition, est-ce que tu revendrais épicerie tout de suite? Non. Tu préfères la semaine ou le week-end? Je préfère la semaine. Et enfin, est-ce que tu es content d'être au Tech Show? Je suis vraiment très heureux. Merci beaucoup, Edouard. Tu as bien rempli ta mission. Donc maintenant, c'est le moment de donner la parole à Maud d'AdsUp Consulting, qui est vraiment une star du Tech Show, une star des réseaux sociaux. Et à force d'expliquer le digital à sa grand-mère, Maud, et en tout cas les équipes d'AdsUp Consulting, et notamment Guillaume Néret, ils ont décidé de lancer un livre, de sortir un livre bien débuté avec Google Ads. Donc un livre que je vais t'offrir. Merci. Et donc, c'est parti pour la chronique de Maud d'AdsUp Consulting. Maud, c'est à toi. Voilà, merci Vincent. Alors comme tu le sais, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Alors j'aurais presque pu faire déplacer ma maman de Niederschaffelsheim pour l'occasion. C'est un peu elle qui nous a inspiré ce format quand on a débuté la chronique J'explique le digital à ma grand-mère. Aujourd'hui, on a décidé de l'expliquer un peu plus largement, que vous soyez à la tête d'une petite entreprise, d'une DNVB, un professionnel du marketing qui se familiarise avec le digital ou encore un étudiant. Je suis super fière de vous partager la sortie de notre tout premier guide SIA, comment bien débuter avec Google Ads, qui vous propose des ressources complètes pour tirer au mieux parti du SIA, Search Engine Advertising, pour faire grandir votre business en ligne. Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil spécialisé en acquisition data et performance digitale AdsUp Consulting. Chez AdsUp
Up en 2022, l'actu a été chargée. Cette année, on a fêté nos 10 ans d'existence au service des marques et surtout de la croissance digitale de nos clients. En avril, nous avons lancé Campus by Heads Up, notre offre de formation en marketing digital certifiée Calliope. Et enfin, le 30 juin dernier, Guillaume Néret, directeur associé et directeur SIA chez Heads Up Consulting, co-signait notre premier livre aux éditions Erol, bien débuté avec Google Ads, qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour élaborer une stratégie de référencement payant efficace, optimisée et surtout rentable. Dans ce livre, Guillaume et sa co-auteure Anya ne vous diront pas en fait sur quel bouton cliquer, ni quel panneau d'interface ouvrir, vous avez le support Google pour ça. Ici, ils ont plutôt choisi de mettre l'accent sur l'approche stratégique en privilégiant le pourquoi au comment. Appréhender le contexte marché, développer une vision globale et comprendre les ressorts psychologiques de votre audience, qui sont souvent en fait des secrets d'une stratégie efficace, particulièrement en SIA. Dans ce guide, vous trouverez au moins 50 quick wins, des visualisations concrètes et surtout, vous pourrez suivre le fil rouge de leur client imaginaire, les jus bio d'Anya, qui illustrera très concrètement les bonnes pratiques en SIA. Avec la rentrée et les temps forts de fin d'année qui approchent, c'est le moment parfait pour courir à la Fnac, aux librairies Erol, dans toutes les librairies de Paris et aussi dans toutes les régions de France et prendre le temps de se former ou de revoir les bonnes pratiques pour créer, optimiser et piloter des campagnes SIA performantes pour faire décoller votre business et votre chiffre d'affaires en ligne. À bon entendeur, bonne lecture, salut à tous et bon Tech Show. Merci beaucoup Maud. Hâte de lire ce livre, tu nous donneras ton feedback. Édouard, je sais que tu es un fou de cuisine. J'imagine qu'avec Épicerie, tu as dû quand même tester beaucoup de commerces de proximité, puisque tu m'as dit tout à l'heure 1400 points de vente. Donc c'est parti pour la rubrique Les recos de l'invité. Alors, Édouard, est-ce que tu es prêt pour la rubrique recos de l'invité? On va te parler d'un commerce et puis tu vas te donner tes recos chez ce commerce. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, chez le boulanger d'épicerie, quelle serait ta meilleure reco, ce qu'on devrait commander? Écoute, j'ai découvert il y a quelque temps la Babka. La Babka, d'accord. C'est devenu un phénomène et personnellement, je l'achète chez Babka Zana. D'accord, qui est sur épicerie. Qui est sur épicerie. Chez le primeur. En ce moment, il y a une offre de fruits pléthorique. Là, moi, je prends que des fruits de saison. N'importe quel fruit, on fait des brochettes. Chez le poissonnier. Chez le poissonnier, moi, je mange beaucoup de poissons, mais il y a un produit qu'apprécie particulièrement ma femme, c'est la poutargue. D'accord. J'achète... On peut faire même des pâtes à la poutargue. Oui, absolument. Elle fait des pâtes à la poutargue avec un peu d'huile d'olive, de l'ail et un peu de poutargue râpée dessus. Et enfin, chez le pâtissier. Pâtissier, moi j'aime particulièrement les tartes. D'accord. Et il y a un très bon pâtissier pas très loin de chez moi, qui s'appelle Sébastien Godard, et où je trouve qu'il y a des tartes, notamment des tartes au quetch, qui sont... Alors sur les 1400 partenaires d'épicerie, tu penses que tu en as testé combien? Je pense que j'en ai testé facile la moitié. Waouh, 700 commerçants testés. Ah oui, c'est pour ça, t'es vraiment un expert. Et chez le caviste, il y a aussi des cavistes sur épicerie? Ouais, il y a plein de cavistes, des caves de vin nature, des grandes maisons comme Lavinia. Mais moi, j'aime pas mal le Prosecco, qui remplace souvent le champagne dans mes apéros, et je vais l'acheter chez Italie. D'accord. Et donc, justement, pour les commerçants qui regarderaient l'émission, comment on accède à la plateforme? Il faut aller sur Internet, www.épicerie.com. Il y a une rubrique pour les commerçants pour s'enregistrer. On se déplace jusqu'à la boutique, on vient vous expliquer le principe. On voit avec vous quel est le potentiel de développement. Et puis... Et vous refusez certains commerçants? On a une politique assez ouverte, mais on travaille uniquement avec des gens qui sont professionnels et qui sont capables d'organiser les choses pour que les choses se passent bien. Merci Édouard. Je te propose de rejoindre tout de suite Renaud de la société Proximum pour sa chronique « Nous les humains ». Bonjour, moi c'est Renaud de Proximum 365. Comme chaque mois, bienvenue dans la chronique Nous les humains. Aujourd'hui, on va vous parler
communauté et métavers. On pense souvent au métavers comme une innovation qui va révolutionner les marchés. Ce n'est peut-être pas exactement cela. Revenons un peu dans le passé pour comprendre le monde actuel. Dans les années 90, j'ai organisé les premiers événements de mise en relation one-to-one. À cette époque, les communautés sectorielles locales étaient identifiées. Il fallait juste les rassembler pour que la magie opère. En clair, les clients avaient juste à me dire « j'ai une communauté, organisez-moi un événement avec des rendez-vous d'affaires ». Dans les années 2000 à 2010, avec l'effervescence de la mondialisation, l'acquisition communautaire s'est complexifiée. Mes partenaires et clients souhaitaient accroître leur communauté avec des investisseurs et acheteurs exogènes et internationaux. Comment répondre à cette demande? En développant des filiales commerciales à l'étranger pour alimenter sans relâche les communautés existantes, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui alors, où en est-on? Aujourd'hui, mes clients me disent « je veux construire un métavers pour valoriser ma marque ». Mais quand je leur demande « avez-vous déjà une solide communauté centralisée et engagée ?» La réponse est souvent non. Sauf que créer un métavers sans avoir de communauté au préalable, c'est un peu comme produire énormément de contenu sur un compte LinkedIn qui n'a que 3 abonnés. C'est gâché. Car finalement, le métavers ce n'est que l'extension d'une communauté en ligne, enrichie d'une expérience utilisateur différente et de possibilités de monétisation complémentaires. Alors pour valoriser votre marque grâce au métavers, travaillons d'abord les piliers de l'agglomération communautaire centralisée de nos écosystèmes, clients, prospects, fournisseurs, partenaires, etc. Mettons en place des systèmes de cooptation efficaces pour que la communauté s'accroisse par elle-même. Incitons les membres de la communauté à devenir producteurs de contenu par divers systèmes de récompenses pour n'avoir qu'à faire des compléments de notre côté. Et encore beaucoup d'autres astuces sur lesquelles nous serons ravis d'échanger davantage avec vous en privé. En résumé, lorsque votre communauté fonctionnera, le plus dur sera fait. Il sera temps alors de le faire basculer dans un monde 3D afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives d'une part et d'attirer de nouvelles cibles d'autre part. Et pour cela aussi, on a des tips que je vous partagerai lors d'une prochaine chronique. Au revoir les humains et bon tech show Vincent. Merci beaucoup Renaud. Édouard, tes réactions et un peu ta vision du métaverse et aussi pour épicerie. Le métaverse, je pense qu'on y viendra. Après, c'est à mon sens beaucoup plus long qu'on l'imagine. Moi, je me souviens des premières expériences du Deuxième Monde et puis de Second Life. Et voilà, donc je pense qu'on n'y est pas encore. Et à titre perso, honnêtement, je préfère ma rue commerçante. Donc, épicerie dans le métavers, c'est pas pour tout de suite. Édouard, il y a une coutume dans cette émission, c'est que je vais laisser le plateau à Edwina d'European Digital Group, qui va nous parler fusion et acquisition. C'est parti pour la chronique d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Élise Aubert, directrice de participation du fonds d'investissement Montefiore Investment. Bonjour Élise. Bonjour Edwina, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là également. Alors notre audience se pose souvent la question du rôle de l'investisseur et du métier de l'investissement en général. Je te propose qu'on aborde ce sujet ensemble. Allez. Je veux bien que tu nous présentes le fonds Montefiore, son positionnement et quelques chiffres. C'est une entreprise qui a été créée maintenant il y a 17 ans par des entrepreneurs de talent qui ont su fédérer autour d'un projet commun une équipe. Le projet étant de stimuler et de pérenniser le développement d'entreprises françaises. Montefiore joue son rôle d'investisseur tout d'abord en investissant des sommes d'argent, des tickets de l'ordre de 10 à 200 millions d'euros, mais aussi et surtout en s'engageant auprès des entreprises au quotidien et sur le long terme pour les accompagner dans leur projet de développement. Et c'est un portefeuille qui est un petit peu plus de 20 entreprises, je pense, je dirais aujourd'hui. Montefiore investit dans des secteurs très variés comme le digital, la tech, mais aussi le loisir tourisme, la santé, les services aux entreprises. Et je voudrais terminer par un chiffre, c'est plus 18%. Et ce plus 18%, en fait, c'est le taux de croissance annuel moyen constaté dans les entreprises du portefeuille qui ont été accompagnées par Montefiore. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, en quoi consiste ton métier, donc directrice de participation? Mon métier, c'est avant tout d'avoir à sa disposition, je pense, une boîte à outils assez complète pour essayer d'accompagner du mieux qu'on peut les entreprises dans leur projet de développement ambitieux. L'investisseur, c'est des rencontres. C'est avant tout un travail d'équipe permanent. Il y a plusieurs chemins en fait, pour arriver au métier d'investisseur. Et je suis assez bien placée, je pense, pour faire cette déclaration, puisque j'ai moi-même un background d'avocat d'affaires avant d'avoir rejoint ce fonds d'investissement. Quand je regarde ça, je me dis que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Les cursus académiques et professionnels sont très variés. Ce qui rend sans doute la richesse et la performance du fonds. Exactement. Tu as parlé du 18%, mais vous êtes surtout connu pour avoir les meilleures performances depuis maintenant 15 ans. Donc vous êtes numéro 1 en France, numéro 3 en Europe, selon le classement Préquin.
Dis-moi quelle est la secret sauce. Qu'est-ce qu'il faut vraiment voir dans une boîte pour avoir les mêmes performances que vous? Je crois qu'il n'y a pas de secret, ou alors le secret, il est connu de tous. En fait, il n'est pas vraiment question de bien regarder ou de bien voir, mais à mon sens, plutôt d'agir, parce que je pense que bien investir, c'est avant toute autre chose, s'investir. S'investir en gardant à l'esprit les fondamentaux du métier, mais en gardant aussi, je pense, les yeux et l'esprit bien ouverts pour demeurer un investisseur agile, capable de repérer les bonnes pratiques pour les transmettre d'une entreprise à une autre. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais la clé de tout ça, en fait, c'est d'investir dans les bons porteurs de projets, d'investir avec eux et donc d'identifier ces entrepreneurs et ces entrepreneuses de talent qui sauront à la fois penser, mais aussi mener les plans de développement ambitieux pour les entreprises que l'on accompagne. Je souhaiterais te poser la question, qu'est-ce qui vous différencie des autres fonds d'investissement? On sait adapter à la fois l'investissement, la structure d'investissement, mais aussi l'accompagnement stratégique aux spécificités des projets que l'on rencontre. Le deuxième sujet, c'est qu'on sait aussi adapter les montants que l'on investit aux besoins des entreprises, mais aussi aux projets des entrepreneurs, des entrepreneuses, des actionnaires que l'on rencontre. Par exemple, j'ai envie de vous parler de groupe Barken, qui est un spécialiste de la sécurité, qu'on a constitué il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et qui génère déjà 90 millions de chiffre d'affaires. Mais je peux aussi vous parler de European Digital Group, qui accélère et transforme la digitalisation des entreprises et qui, en à peine 3 ans, devrait générer 150 millions de chiffre d'affaires. C'est assez incroyable. Donc on passe maintenant à l'inévitable interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions, tu réponds du tac au tac. Top projet avec un management moyen ou top management dans un projet moyen? Je crois que je l'ai dit, top management. C'est une évidence. Le projet, on pourra toujours le reconstruire. Le manager, c'est un ADN, c'est le truc en plus qui fait que ça fonctionne. Investir dans le métaverse, bonne ou mauvaise idée? Je pense que c'est une bonne idée à creuser. Je ne suis pas tout à fait prête, mais à creuser. Investir dans les métiers du service ou dans la tech? Alors, moi, je connais plus les métiers du service, mais les deux sont sympas. La tech me tente aussi et ça a ses spécificités que je pense que je pourrais adorer. Un management package en Bitcoin, oui ou non? Non. Surtout pas en ce moment. Merci encore, Élise, pour cet échange. C'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup, Edwina. Chronique très intéressante, comme d'habitude. Édouard, c'est un grand moment dans le Tech Show. C'est l'heure du défi de l'invité. Je l'ai dit tout à l'heure, on sait que tu es un super cuisinier. C'est pourquoi on t'a lancé un défi. Pour nous, la base de la cuisine, ce qui est le plus facile en cuisine, c'est de faire une mayonnaise. Donc c'est parti pour le défi mayo. Édouard, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi. Et donc l'idée, en tant que cuisinier émérite, en tout cas c'est ce qu'on a pu entendre de toi, c'est que tu m'apprennes, et c'est pas chose facile, à faire une mayonnaise. Donc c'est le défi mayo. Donc nous sommes très équipés, tu vois, donc nous avons tout le matériel, mais également les tabliers Le Tech Show que vous pourrez retrouver nulle part. Et donc c'est parti. Ta mission va être de m'apprendre à faire une mayonnaise. Il faut que tu saches que dans le milieu, on m'appelle le bras cassé. Donc bon courage, c'est parti. Ok, allons-y. Donc on va prendre de la moutarde. D'accord. Déjà, on a trouvé de la moutarde, ce qui en ce moment est déjà exceptionnel. Exactement. On va en mettre une petite cuillère dans notre cul de poule. D'accord. Donc là, ça s'appelle le cul de poule. Voilà. Ok. Hop. On va saler poivrer. Ok. Un peu de sel. Un peu de poivre. Donc je mets là un petit peu juste comme ça, voilà. Voilà. On me dit si c'est assez. Ouais, après ça se rectifie ça. Voilà, donc j'ai mis c'est parfait. Du poivre. Jusque-là, jusque-là, t'es bon. Ouais, ça va. Un œuf. Ah, ok. Là, on commence la technique. Ok. On casse. Et on garde que le jaune. D'accord, je vais essayer. Allez, là, c'est un peu la partie technique, là, non? De la mayo. C'est le plus compliqué de la mayo, non? Ouais, alors attends, tu vas voir. Voilà. Ça se complique. Donc là, je fais comme ça. Et donc, je garde que le jaune. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu te débrouilles bien. C'est bon. Et donc maintenant, je n'ai que le jaune. Je mets le jaune dans tout ça. Très bien. On va commencer. Voilà. Et donc là, il faut mélanger. On va mélanger, tranquille. Voilà. Jusque-là, ça, c'est facile. Là, on a fait le plus dur, tu penses, ou pas du tout? Je pense que là, tu as vécu le plus facile. C'est homogène. Donc pour l'instant, c'est de la moutarde avec de l'œuf. À peu près, de la moutarde, de l'œuf, du sel. Et là, tu as ton huile.
D'accord. Et tout se joue dans le dosage de l'huile, c'est ça? Bah, tout se joue surtout dans le fait de mettre de l'huile progressivement Ah, c'est là qu'il faut sortir l'instrument. et que tu prends ton fouet. D'accord, C'est là qu'il va falloir travailler du poignet. d'accord. Et donc, Et donc tu commences à verser l'huile. Et à partir du moment où tu verses l'huile, il faut mélanger. tu mélanges. Et tu t'arrêtes plus jamais. C'est ça le vrai. Continue de mettre l'huile en permanence, hein. Tu mets de l'huile, on va pas mettre tout de suite tout le verre, D'accord. parce qu'il y en a beaucoup. On va D'accord. commencer avec un tiers du verre, mais tu D'accord. continues toujours avec le mouvement de poignet. D'accord, d'accord. Ouais. Et non, il faut pas mélanger comme ça. Il faut arriver à tourner un petit peu. D'accord, oh là là, c'est là où... Voilà, alors, quand on a assez... C'est marrant, nos deux trucs n'ont pas du tout la même couleur. Ouais, alors Ah ouais, là, non, tu j'ai fais pas une le- vinaigrette, toi. Ah ouais, moi je peux faire une redneck, pourquoi pas? Il faut réussir à aérer un peu. Alors attends, Et, je vais essayer de prendre avec les deux mains, parce que toi tu fais avec les deux mains, c'est pour ça aussi. Faut que ça prenne. Pour l'émulsion, là. Ouais, je vois, je Tu vois. sens l'émulsion? Ouais. Là, je sens que c'est un peu mieux, là. Alors là c'est mon talent. Est-ce que ça se pédagogique. rattrape, tu crois, ou pas? Tu pourrais me rattraper ma maillot, ou c'est une fois que c'est mort, c'est mort? Non, c'est jamais mort. D'accord. On s'accroche. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut être résilient. Ouais. Même si ça marche pas du premier coup, faut recommencer. D'accord, Ça va, on a encore des œufs, on a encore de la moutarde. d'accord. Ouais, mais on a une émission à terminer quand même. Ouais. Bon, moi je vais en rester là, je crois, parce que j'ai pas réussi à faire ma maillot. C'est un problème de coup de main, donc je vais me réentraîner. Il va falloir travailler. Mais bon, je veux voir un peu le résultat chez toi maintenant. Normalement, il faudrait que je continue à battre encore 2 D'accord. minutes. Bon, en tout cas, c'est un défi remporté. Bravo. Merci. C'est top. Et merci de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup, Edouard, de t'être prêté à ce jeu. Je vais te poser une question, Edouard. Est-ce que tu as un coach professionnel, un coach personnel? J'ai un coach, absolument, ouais. D'accord. Et donc, il t'aide M'accompagne dans le développement d'épicerie. D'accord. Bah justement, au Tech Show, tu dois le savoir, on a aussi un coach, il s'appelle Olivier Bétache. Et ce mois-ci, il a décidé de nous parler du bien-être au travail. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Dans cette chronique, on va parler de bien-être au travail. Et si on en parle autant aujourd'hui, c'est évidemment à cause de son contraire, qui prend aujourd'hui des formes nouvelles et inattendues. Nouvelles car de nos jours, ce mal-être peut toucher n'importe qui. Des cadres dirigeants, des entrepreneurs, tout le monde. Et inattendu car paradoxalement, les salariés, surtout dans la tech, n'ont jamais été autant choyés sur le plan des avantages matériels. Et nous bénéficions d'une liberté de mouvement, de parole, d'habillement que nos grands-parents n'auraient même pas pu imaginer sur leur lieu de travail. Alors que se passe-t-il? Serions-nous devenus des enfants gâtés? Eh bien, pas exactement. Selon moi, le fond du problème, c'est que nous courons après le mauvais lièvre. Je m'explique. Notre existence est traversée par deux grandes forces qui tentent de s'équilibrer en permanence. L'expression d'une part, de nos besoins, de notre singularité, de notre spontanéité, et l'adaptation d'autre part, à la société, aux autres, et à tout ce qui vient contraindre notre liberté. Ces deux forces s'opposent donc, et cela nous amène à mettre en place des stratégies dès notre plus jeune âge. Prenons Zoé par exemple, 3 ans et demi. Elle adore mettre les doigts dans la confiture. Mais quand elle le fait, sa mère lui fait remarquer qu'elle est sale, et elle se fait punir. Zoé va donc inconsciemment mettre en place une stratégie qui prendra la forme d'un compromis créatif. Je continuerai de mettre les doigts dans la confiture, mais en cachette. En ce sens, Zoé nous ressemble. Et nous avons toutes et tous nos stratégies plus ou moins conscientes pour tirer notre épingle du jeu dans telle ou telle situation. Mais alors, quel rapport avec le bien-être au travail? Eh bien, je pense que mesurer notre bien-être à travers la satisfaction de nos besoins nous mène tout droit dans une impasse. Car l'on se heurtera tôt ou tard à la limite de l'exercice, qui est qu'au travail, qui que l'on soit, on doit toujours rendre des comptes. En un mot, la liberté ne peut y être que partielle. On parle très souvent des ravages de la suradaptation, qui provoquent malheureusement des burn-out et d'autres troubles que nous connaissons bien. Mais on ne parle quasiment jamais de l'autre extrême, à savoir l'excès d'expression, qui est dans un sens tout aussi problématique. Le célèbre architecte espagnol, Gaudí, en est un bon exemple. Obsédé par la construction de sa cathédrale, il finira sa vie dans une sorte de folie, vivant comme un mendiant et refusant de s'alimenter et de se laver. Un autre exemple intéressant est celui du sculpteur polonais Szukalski, une personnalité totalement excentrique, en étant incapable de s'adapter au monde. Szukalski, dont le talent était réputé supérieur à celui de Rodin, s'est fermé de nombreuses portes et a terminé dans l'oubli. Donc pour conclure, à l'exemple de Zoé et de sa confiture, tâchons plutôt de rechercher le bon équilibre, le bon mix entre expression et adaptation.
C'est un travail minutieux qui demande de la discipline au quotidien, notamment pour se préserver du mieux possible de la pression sociale. Mais j'observe que ceux qui s'engagent dans cette voie accèdent petit à petit à une forme de sérénité qui, au final, leur procure un sentiment de bien-être. Et il se trouve qu'un coaching est un très bon espace pour faire le point et challenger nos équilibres. Allez, salut! Merci beaucoup, Olivier. Je ne sais pas si tu as des réactions sur cette chronique. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet, le bien-être au travail. Toute la jeune génération y est particulièrement attentive et c'est un sujet qu'on construit. Édouard, est-ce que tu connais Elon Musk? Pas personnellement. Alors, il y a une étude sérieuse qui dit que Elon Musk, qui est, selon certains classements, l'homme le plus riche du monde, il pourrait avoir une fortune qui pourrait, à terme, avoisiner, devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu ferais si tu avais la fortune d'Elon Musk? C'est parti pour l'interview, si j'avais l'argent, d'Elon Musk. Donc, si tu avais la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu essaierais d'aller sur Mars? Non. Si tu avais la fortune d'Elon Musk, Édouard, est-ce que tu serais heureux? Pas plus qu'aujourd'hui. Est-ce que tu rachèterais Épicerie à la Poste? Non, pas forcément. Est-ce que tu achèterais Twitter? Sans doute pas. Sans doute pas. Est-ce que tu louerais Kylian Mbappé pour qu'il fasse des jongles dans ton salon? C'est pas trop mon style. Est-ce que, si tu avais la fortune d'Elon Musk, tu prendrais l'avion juste pour aller manger des sushis au Japon? Jamais. Est-ce que tu donnerais la moitié de ta fortune à des œuvres caritatives? Je pense que je donnerais plus que la moitié si j'avais la fortune. Alors, tu donnerais combien? Moi, je suis assez admiratif des Warren Buffett ou des gens comme ça qui consacrent la grande majorité de leur fortune à des œuvres, leurs enfants n'héritant plus que de quelques dizaines de millions qui leur suffiront bien largement. Et si tu avais la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu rachèterais Bill Gates juste pour qu'il te fasse des œufs au plat le matin? Je ne sais pas si je rachèterais Bill Gates, mais en tout cas, je serais ravi de le rencontrer. Est-ce que tu investirais sur l'intelligence artificielle? Absolument. Est-ce que tu achèterais McDo pour en faire des terrains de basket? Non, mais je pense que McDo a un rôle à jouer dans une meilleure alimentation de la population. C'est le premier restaurant où vont les Français. Et donc toi, tu n'y vas jamais? Moi, jamais. Et enfin, si tu avais la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu donnerais au moins 1 milliard pour aider le Tech Show? Ah bah ouais, sans problème. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci Édouard. Tout de suite, on retrouve Stéphane Dahan pour sa fameuse saga des entrepreneurs. Et ce mois-ci, il va à la rencontre d'un entrepreneur en plus que j'adore, leader dans les fruits secs, le groupe Dacobello. C'est parti pour Stéphane Dahan de la société Exelmans. Merci Vincent de me transmettre les rênes du Tech Show pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je me trouve au siège social du groupe Dacobello. Dacobello, c'est un distributeur, fabricant et importateur de fruits secs pour tous les acteurs de la grande distribution. J'ai le plaisir d'aller rejoindre Michel Abitbol, son PDG, qui va nous raconter son histoire, son aventure et également l'histoire de sa famille, car Dacobello est avant tout une entreprise familiale. Suivez-moi. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Bien et toi? Bien, merci. Bonjour Michel. Bienvenue Stéphane. Comment vas-tu? Ravi de te recevoir. Je te remercie de m'accueillir au sein de ton entreprise pour ce cœur nouvel de épisode de la saga d'entrepreneurs. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Merci. Nous voilà confortablement installés, Michel et Gabriel. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter l'entreprise Dacobello, son histoire, sa progression, les indicateurs clés de la performance de ce groupe? C'est une entreprise que mon père a fondée en fin 73, début 74, et qui a très vite eu l'intuition du développement du marché des fruits secs, lui-même étant un ancien négociant international de céréales, légumes secs, on n'était pas loin de la famille des fruits secs. Il a eu l'intuition que le développement, la démocratisation, l'avènement de la consommation des fruits secs se ferait grâce à la démocratisation qu'offraient les rayons fruits secs au sein de l'univers de la grande distribution. On a à peu près 50 pays qui sont nos fournisseurs. On va sourcer par container entier des matières premières qui entrent sur un site comme celui où nous sommes aujourd'hui présents, à Ably, dans le sud Yvelines, aux confins de l'Eure-et-Loire, où nous conditionnons sur des lignes automatiques jusqu'à 40 à 50 millions
d'unités de conditionnement. On a une spécificité, c'est qu'on trouve nos produits dans l'univers des fruits et légumes, très proche des salades, des jus de fruits, etc., dans l'univers frais, et avec une gamme qui répond à l'ensemble des moments de consommation. Merci Michel, c'est très très clair. Mais au niveau personnel, est-ce que tu peux nous préciser quand tu as intégré le groupe, puisqu'effectivement on comprend que c'est ton papa qui a créé ce groupe il y a une 50aine d'années, mais tu l'as rejoint quand ce groupe ? Alors après une carrière dans la micro-informatique, j'ai eu la chance de connaître l'avènement de la micro-informatique, les premiers ordinateurs. J'ai quitté ce métier lorsque le cofondateur décède très brutalement, très jeune. J'abandonne tout pour rejoindre. Quel âge ? Il avait à peu près 50 ans, moi j'avais 28 ans à peu près. Oui, d'accord. Et je rejoins l'entreprise et là, un parcours initiatique très fort. Moi j'ai fait 70 000 km avec une voiture 2 places, une carte à l'époque papier, des jetons parce que pas de téléphone, oui, il n'y avait pas Waze à l'époque, téléphonique, voilà, il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas de portable, iPhone. Très formateur parce que j'ai appris ce métier. J'ai appris le métier de qui était mon client, quelles étaient ses attentes, qui était donc le consommateur. Et de ce fait, j'ai gagné entre guillemets une forme de légitimité qui permettait ensuite de savoir de quoi je parlais quand j'ai prolongé donc mon ascension dans l'entreprise. Et est-ce que vous pourriez nous décrire les grandes étapes de la digitalisation au sein de votre entreprise? Parce que nécessairement, la digitalisation s'impose aujourd'hui. Et je crois comprendre, Gabriel, que c'est toi qui es en charge de ce pôle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les enjeux aujourd'hui? Je suis aujourd'hui responsable donc, des activités digitales et de la diversification. Le groupe Daco a assis sa notoriété donc, en grande distribution. Et on a eu, on est en train de prendre ce wagon digital-là pour diversifier donc, les canaux de vente, les canaux de distribution. Et ça passe donc par des acquisitions, par un e-shop par exemple. Voilà. Qui s'appelle Gula, qui a pour vocation de devenir une référence dans la vente de fruits secs en ligne en France. On essaye de mutualiser au maximum et d'aller chercher des synergies. On a aussi renforcé notre présence sur le digital en passant par la vente via des marketplaces. Et puis voilà, on a renforcé aussi une présence en ligne avec la sortie du site, du e-shop Daco, qui est sorti il y a quelques mois. Et on a travaillé avec des très bons partenaires du groupe EDC, Axome, AdsUp sur la partie SEO et SIA. Et voilà, on travaille également avec Blue Lemon sur Gula. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir en matière de digitalisation? C'est de l'entrée des matières premières, l'entrée dans le site logistique et les processus de fabrication. Tout cela repose sur du numérique et des échanges sur des plateformes digitales. Aujourd'hui, on est digitaux ou pas par rapport à la taille des enjeux, de la volumétrie et des clients qui sont les nôtres. On a aujourd'hui tout un tas d'outils qui, en termes de productivité, nous permettent vraiment de dire que le processus de digitalisation est en route. Je pense qu'on est au début d'une histoire, il nous reste à le renforcer, à acquérir les compétences aussi externes pour pouvoir mener tous ces chantiers. Mais on a vraiment tracé une routure sur la digitalisation qui va nous permettre d'apporter beaucoup de confort et surtout pour nous de travailler la data qui est une donnée consommateur mais également une donnée interne très riche à exploiter. Merci Stéphane. Au revoir. Merci. Merci beaucoup Stéphane et Michel. Alors c'est un secteur que tu connais, tes réactions sur cette interview? Parce qu'il y a plein de choses, effectivement. Là, nous, épicerie, on est plutôt sur l'aval de la chaîne alimentaire, mais il y a plein de choses qui se font au niveau des agriculteurs, au niveau de la transformation, au niveau du suivi avec les technologies de blockchain, etc. Et je pense que c'est assez passionnant et ça va venir apporter de la richesse à nos agriculteurs et à nos industries. Alors, en parlant d'entrepreneurs, on avait envie d'inviter un autre entrepreneur aujourd'hui, un entrepreneur que tu connais bien, puisque c'est toi qui nous l'as recommandé. Il s'appelle Nathanaël Roas et c'est le fondateur de la plateforme Kikar.co. Nathanaël nous rejoint en plateau. Bonjour Nathanaël, bienvenue dans le Tech Show. Donc je crois que vous vous connaissez tous les deux. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était mon premier employeur, mon premier boss. D'accord. Il m'a lancé sur la voie de la communication dans sa première agence. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Kikar.co? Bien sûr. Alors, Kikar.co, c'est la première plateforme de matching entre les besoins de communication des marques et les solutions des agences / médias. D'accord. Donc, le principe, c'est une plateforme digitale? Ouais, c'est une plateforme digitale, c'est une plateforme, il y a un site web. D'accord. Donc, vous pouvez aller déposer votre besoin. Une marketplace qui met en relation des annonceurs et des prestataires, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, Kikar, en quelques chiffres, ça donne quoi?
Alors aujourd'hui, on a plus de 300 agences et médias qui sont déjà inscrits sur la plateforme. D'accord. Et qui nous déposent. Là, on a déjà 3000 concepts et opportunités sur la plateforme. D'accord. Et donc tout ça, le principe, il est simple. Les marques, elles ont un besoin, elles viennent sur la plateforme, elles déposent leur brief. Et nous, derrière, on fait matcher leurs besoins avec la solution la plus pertinente, là où les solutions les plus pertinentes. D'accord. Ça leur faisant gagner pas mal de temps. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce secteur d'activité? Un peu Édouard. D'accord. Ah oui, donc tu es le padawan d'Édouard, en fait. Et de son associé de l'époque, Romain Achard. D'accord. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est de faciliter la bonne rencontre au bon moment. Quand j'étais dans la première agence, il y a 15 ans, d'Édouard, on avait souvent plein de solutions géniales, plein de concepts canons. Et parfois, on se disait, mais on n'a pas le bon interlocuteur, la bonne marque en face. D'accord. Et déjà, à l'époque, je me disais, il y a un problème de rencontre. D'accord, parce que les sociétés, en fait, déposent des idées, en fait, sur la plateforme. Oui, aussi, elles déposent des compétences, des savoir-faire, des opportunités. D'accord. Tout ça, il y a de la data qui est mise dessus, et ce qui nous permet de ressortir le bon concept ou la bonne opportunité ou le bon savoir-faire au bon moment en fonction du besoin de la marque. Et donc, quelle est votre ambition à 5 ans? À 5 ans, c'est de devenir la plateforme de référence européenne de rencontre entre les besoins des annonceurs et les solutions des agences / médias. Et alors, Édouard, ton jeune poulain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fier de lui? Je suis super fier. C'est vrai que je l'ai accueilli ici en stage chez Nouveau Jour. On l'a vu grandir, prendre de l'assurance, aller pitcher des grands comptes. Maintenant, je suis hyper fier qu'il ait monté sa structure, de lui avoir donné le goût du risque et de l'entrepreneuriat. Et puis, il me l'a bien rendu parce que c'est lui qui m'a présenté ma femme, qui a été mon témoin de mariage. D'accord. Ah oui, donc vous êtes devenus amis, en fait. C'est pas qu'une histoire professionnelle. Non, pas du tout. D'accord. Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses du parcours d'Édouard que tu as dû suivre après, post... Parce que là, quand il avait revendu, c'était une success story. Et après, il arrive à refaire plusieurs success stories d'affilée. Ouais. Déjà, ça, c'est le grand enseignement. Et surtout de rien lâcher. Parce que je pense qu'au début, quand il a monté Épicerie, déjà, c'est plein de bonnes idées quand même qui s'enchaînent depuis quand même une vingtaine d'années. Je pense qu'il a compris comment ça marche, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Comment ça marche, comment on monte une boîte. Et alors, quels sont, pour revenir à Kikar.co, quels sont les défis que vous allez rencontrer dans les prochains mois, prochaines années? Alors, je pense qu'il y a c'est de rester humain, en fait. C'est d'avoir beaucoup de tech, d'automatiser un peu les matchs entre les besoins des marques et les solutions des agences, de grossir comme ça, mais surtout de rester humain dans tous ces matchs. Bravo, en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur, plein de succès pour Kikar.co. Et donc là, on va passer à l'interview J'investis ou j'investis pas. Et bien sûr, Nathanaël, tu es bienvenu pour rester avec nous pendant cette interview. C'est parti pour l'interview J'investis ou j'investis pas. Alors, comme vous êtes tous les deux, donc on a fait un petit mélange entre des marketplaces, de l'innovation, de la food tech. L'idée, c'est de nous dire à chaque fois si tu investis ou si tu n'investis pas dans cette idée. Si je peux me permettre, normalement, c'est j'investis ou j'investis pas. Exactement. D'accord. Exactement. T'es obligé de faire du coup avec la main. Exactement. Exactement. Alors, c'est parti. Burger Slim, une start-up qui commercialise un burger qui fait maigrir. J'investis ou j'investis pas? Édouard? J'investis pas. Ah. J'investis pas. Ah oui, mais parce que comme c'est ton padawan, il va faire tout ce que tu dis de toute façon. Drone épicerie. Donc comme épicerie, mais on livre à la fenêtre avec des drones. J'investis un peu. Je pense qu'il faut, moi pareil, il faut investir 6 mois et se barrer assez rapidement. Comme ça s'écroule. Glagla, une combinaison à enfiler quand il fait trop chaud pour avoir froid. Édouard? J'ai pas compris. J'investis pas. T'investis pas? Ouais, je laisse d'autres y aller. Waf Waf, une application qui permet de reconnaître quand votre chien est malade. J'investis ou j'investis pas? Édouard? Carrément, j'investis. T'investis? Ah ouais, j'investis tout ce que j'ai. Voilà, donc Nadal fait exactement tout ce que tu fais. C'est bien. Pose-moi la question d'abord à moi et après tu vois si To the Moon and Back, une start-up qui commercialise des allers-retours sur la Lune. Moi, j'investis juste pour pouvoir y aller. Félicitations, un robot wedding planner en ligne qui organise votre mariage avec tous les prestataires. Ah ça, ouais. T'investis? Ah ouais, faut investir. Et Édouard? Ouais, j'investis aussi. Ok, donne ton avis. Une application qui permettrait aux gens de commenter en live de la télévision à activer et on le met sur toutes les télés. Carrément, j'investis. J'investis, c'est ça, la vraie télé connectée dont on parle exactement, depuis longtemps. Ouais. Exactement. Ensuite, le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. Évidemment que j'investis. Ah, moi, je mets pas un bal.
Ah, bah ouais, pour une fois, ils sont pas d'accord. Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup, Nathanaël, d'avoir été avec nous. On te souhaite beaucoup de succès pour ta société. Édouard, tu restes avec nous, car on va parler de l'importance de la marque employeur comme levier de croissance. Tout de suite, c'est Fanny Daviesio pour la chronique RH. Merci beaucoup Vincent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est la marque employeur? Qui la définit? Comment on la déploie? Et quels sont les résultats qu'on espère obtenir? Tout le monde en a une, par défaut. C'est l'image qu'une entreprise renvoie sur le marché de l'emploi et c'est ce qu'on arrive à capter en externe de ce qui s'y passerait en interne. La clé maintenant, c'est avant tout de la maîtriser pour en faire un vrai outil de croissance RH. Malheureusement, c'est rarement un sujet qui est priorisé car la marque employeur semble, et je pense à tort, n'être qu'un centre de coûts supplémentaires plutôt qu'une source de revenus. Pourtant, elle va vous permettre de réduire à la fois le temps et le coût du recrutement. Elle va également garantir une meilleure intégration du talent dans l'entreprise puisque les clés de lecture ont été transmises avant même son onboarding. On peut donc s'attendre à une montée en compétences plus rapide et surtout une longévité au sein de la boîte plus importante. Après, c'est pas magique non plus. Il faut bien la penser, la travailler, l'animer et surtout le faire avec régularité. La répartition des rôles et l'ownership du sujet, c'est un premier grand frein à l'épanouissement d'une belle marque employeur. C'est vrai que c'est un sujet pluridisciplinaire qui concerne la direction, qui porte l'ADN de l'entreprise, les RH, directement concernés par le recrutement, et le marketing, qui a une approche plus analytique et une meilleure connaissance des outils de communication. Ce qu'on observe, c'est qu'elle est souvent portée par seulement l'un de ces piliers et quand il reste du temps et du budget, donc pas très souvent. En résultat, il va manquer le savoir-faire des deux autres pôles qui ne sont pas représentés. Par exemple, quand il y a un passage à l'acte sans travail préalable sur la plateforme de marque, on assiste à une vraie uniformisation des prises de parole. Vous voyez très bien les posts LinkedIn avec les bullet point emoji ou les offres d'emploi qui ont toute la même structure, le même ton, les mêmes éléments de langage. À la fin, on obtient le résultat opposé de ce que l'on voulait au départ puisqu'on a juste déplacé le standard de 0 à 1 et on n'a toujours pas réussi à démontrer le caractère unique de sa boîte. Une première solution, c'est d'engager un représentant de chaque pôle que l'on a cité plus tôt pour créer un vrai pool pluridisciplinaire avec une définition claire des rôles et un owner qui joue le rôle de chef d'orchestre. Il est aussi indispensable de changer sa grille de lecture sur la marque employeur et d'y voir son caractère héroïste au regard des coûts internes et externes que génère le recrutement. Enfin, une autre solution indispensable, ne pas négliger le travail de fond sur l'élaboration de la plateforme. C'est la clé pour trouver l'unicité de sa boîte, de parler au bon candidat persona, sur les bons canaux et avec le bon ton. En fait, une bonne manière d'approcher sa marque employeur, c'est de fonctionner en mode projet, en définissant une roadmap, des rôles, des objectifs et des moyens clairs. Et d'un seul coup, le sujet devient beaucoup plus accessible. Merci beaucoup Vincent et je vous souhaite un très bon Tech Show à tous. Merci beaucoup Fanny Daviesio, c'était très intéressant, c'était passionnant. Et Édouard, maintenant c'est l'heure de retrouver l'homme qui a le plus de réseaux en France. Donc c'est le fondateur des Big Boss, Hervé Bloch, qui va nous parler du mercato, du digital. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mercato du Digital. On commence tout de suite par Bruno Rodriguez qui a été nommé directeur digital sport du groupe Canal+. Chez Damar, Arbel Lavoisier rejoint la marque pour accélérer son virage digital. Joanne Deval a été nommée chez Elior Group au poste de directrice du digital et des systèmes d'information. Philippe Ringrave est nommé directeur du développement digital d'Albin Michel et a pour mission de piloter la stratégie digitale des éditions Albin Michel et de ses filiales Leduc et Jouvence. Damien Lallier a rejoint le groupe SEB comme directeur digital, média et marketing services. Il était précédemment en charge du e-commerce du groupe Panzani. De Zalando à ADO, Michel Lambertisso rejoint le géant de la distribution comme CXO Global Omnicommerce Leader. Thomas Sandoz est depuis quelques mois le nouveau directeur marketing de SodaStream. Siddhartha Chatterjee a rejoint le Club Med comme Chief Data Officer, sous la responsabilité de Quentin Briard, DG Marketing Digital et Technologie du Club Med. On le connaît bien, il sera d'ailleurs président du jury de la future Winter Edition qui aura lieu en décembre prochain au Club Med d'Alpe d'Huez. Il jouera donc à domicile. Nicolas Poloyon a accepté de relever le challenge de Chief Data and Analytics Officer au sein de la maison Christian Dior Couture. Toujours dans une très belle maison Saint-Laurent, Morgane Philippot est la nouvelle Worldwide Retail Omnichannel Manager de la marque de luxe du célèbre couturier. eBay France a nommé il y a quelques mois Ségolène Denoré en tant que Chief Marketing Officer. Également au poste de directrice marketing, Stella Ponceau officie maintenant pour l'application FreeNow. Chez La Redoute, Amélie Poisson est désormais directrice générale adjointe de la SEB marque de vente à distance. Amélie a piloté notamment la transformation digitale de l'entreprise avec succès.
Jérôme Fauquemberg a rejoint l'enseigne de prêt-à-porter Kiabi comme Innovation and New Business Director après un parcours chez le pure player Cdiscount. Il a été également membre du jury de la Summer Edition au printemps dernier. Et la grande nomination, Bertrand Ciseaux est devenu le nouveau directeur de Hello Bank, la banque mobile du groupe BNP Paribas, après avoir officié comme directeur de la communication et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise. Il avait été également classé parmi les décideurs les plus influents de sa fonction à l'occasion de notre premier gala en 2021. Merci à tous d'avoir suivi ce Mercato Digital. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Hervé. Alors il faut que tu saches, Edouard, qu'on reçoit des centaines d'annonces pour être dans le mercato du digital. C'est devenu vraiment un phénomène dans le monde du digital. C'est très drôle. Donc on ne peut pas faire passer tout le monde, mais on essaye de donner le plus d'actu possible. Mais Hervé est très très sollicité. Alors avant de terminer cette émission, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Épicerie ? On peut souhaiter de toucher un large public à travers toute la France et de permettre à des commerçants de continuer leur activité un peu partout en France et demain en Europe. Et donc c'est parti pour l'interview en partant de... Edouard, quand on part d'un endroit, on dit toujours quelque chose. Donc qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu te dis quand tu pars d'un endroit et donc quand tu pars des bureaux d'épicerie? Je suis toujours le dernier à partir des bureaux d'épicerie. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Toujours le dernier, donc tu te dis, je suis tout seul. Je suis tout seul. Qu'est-ce que tu te dis en partant de chez un commerçant partenaire d'épicerie? Je dis à très bientôt. Qu'est-ce que tu te dis en partant de ta première société? Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et en partant d'un deal réussi? Chouette. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'une réunion avec le secrétaire d'État au numérique? Je dis, bon courage. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un rendez-vous avec ton meilleur employé? Je dis, je vous dois beaucoup. En partant de New York? En partant de New York, je dis à la prochaine. En partant de chez celui qui n'a pas cru en toi? Je dis, dommage. Dommage pour toi. Et enfin, en partant du Tech Show? Je te dis merci Vincent. Merci beaucoup Edouard, c'était exceptionnel, un réel plaisir. On a passé un super moment, en tout cas moi j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Merci beaucoup à notre partenaire Forbes, merci à toute l'équipe d'European Digital Group, merci à toute la société Magneto et en particulier Serge Calfon, merci à tous les chroniqueurs, merci à tous et surtout, restez connectés.